Voilà, en 2009. Quand Fabrice Brunet est arrivé au Québec puis il a présidé le CHU Sainte-Justine, il était le premier PDG à travers le Québec à dire que l'innovation fait partie de la mission des organisations. C'était disruptif comme message. Personne n'en parlait, même dans le secteur du privé. Les PDG ne parlaient pas de l'innovation comme ligne d'affaires clé au sein d'une organisation. 2014, puis Marie, je regarde Marie-France qu'elle était avec moi, il y a eu une refonte de la structure d'organisation au CHU Sainte-Justine et on était les premiers à avoir une équipe dédiée à l'innovation, qu'on appelait à l'époque la plateforme d'innovation ou les fonctions, les unités d'innovation au sein des directions cliniques. 2014 à 2018, ça a généré un beau livre qu'on a écrit collectivement, dont Marie-Pascale est auteur et plusieurs autres, là, sur l'innovation en santé, réfléchir, agir et valoriser, qu'on a mis à jour en 2019. Et en 2018, Dr. Brunet m'a dit, Cathy, j'aimerais positionner l'innovation au niveau corporatif au sein du CHUL, incluant l'intelligence artificielle, étant donné que c'est une innovation de rupture, comme la génomique il y a 25 ans, qui est quand même disruptive, puis les connaissances et les compétences autour de l'IA sont très peu développées. Et donc, j'aimerais pousser cette stratégie-là dans l'ensemble de l'organisation, puis c'est là où j'ai rejoint le CHUM et qu'on a créé le pôle d'innovation et d'intelligence artificielle qui est attaché à la direction générale transversale à l'ensemble des directions. Alors, juste un peu d'historique, mais pour vous illustrer la stratégie globale de l'innovation incluant l'intelligence artificielle au CHUM, j'aimerais vous raconter une histoire. J'ai choisi une innovation humaine et organisationnelle pour vous illustrer et qui va me suivre à travers la présentation. La deuxième semaine du mois d'avril 2020, les soins palliatifs sont venus nous voir. Donc, c'est l'histoire des soins intensifs, mais aussi des soins palliatifs. Ils sont venus à la cellule de crise. Donc, nous, ça fait des années que notre comité de direction et la direction générale autonomise le terrain. On dit au terrain, vous êtes les plus proches des problèmes et les plus proches des solutions qui peuvent répondre aux besoins des patients et des équipes. Donc, vous êtes légitimés pour trouver des solutions pour mieux répondre aux besoins. On avait une cellule de crise et régulièrement, les gens du terrain venaient nous voir à la cellule de crise en début de pandémie pour nous parler de leurs problèmes et de leurs solutions potentielles. Donc, les soins palliatifs, toute l'équipe des soins palliatifs sont venus. Puis Noé était là dans la salle. C'était la journée la plus difficile, je pense, pendant la COVID pour moi et pour l'ensemble du comité de direction. Ils avaient les larmes aux yeux, sont venus avec une présentation structurée en disant « Nous recommandons la fin des visites à l'hôpital, même fin de vie, parce que tout le monde tombe au combat. » Leur tête leur disait ça, mais leur cœur était complètement déchiré. C'était la première fois qu'en cellule de crise, on avait fait un vote pour prendre une décision. C'était trop difficile de prendre cette décision-là. Et on a voté pour arrêter, puis qu'on allait réévaluer à chaque cellule de crise, puis on avait 3 cellules de crise par semaine dans la première vague, qu'on allait réévaluer cette décision-là à chaque cellule de crise. Moi, je n'ai pas dormi du week-end, parce que je me dis, si mon père est dans cette situation-là, je vais défier cette règle-là. Je n'accepterai même pas la décision que j'ai prise à la cellule de crise. Et je vais vous raconter la fin de l'histoire, c'est qu'une semaine plus tard, c'était humainement pas viable, tant pour les supportables, tant pour les patients, leurs proches, leurs bien-aimés, que les équipes. Qu'est-ce que les soins intensifs ont fait? Ils sont venus une semaine, 10 jours après, puis on travaille avec les soins PAL. Ils ont dit, on a testé un protocole. On a testé, donc on accueille un soutien à la famille pour les visites de fin de vie ou les visites humanitaires. Donc, ils ont testé avec 3 ou 5 patients une infirmière des soins intensifs qui est descendue accueillir le bien-aimé, fait un triage COVID, est montée avec le patient, l'a habillé, parce que c'est là où on a le plus de risque de contamination, l'a habillé, est rentrée dans la chambre du patient, a passé 2 heures avec le patient qui a donné ses adieux à son bien-aimé, ressort de la chambre du patient, déshabille le patient, reconduit à la porte de l'hôpital, et ensuite l'appeler 3 jours plus tard pour faire un suivi psychosocial. Ils sont venus nous présenter ce protocole, ils ont fait 5 versions du protocole et ils l'ont testé avec 5 patients. Et ils nous ont dit, nous recommandons à partir de maintenant qu'on fasse ça pour les visites de fin de vie, particulièrement, ou toute cause humanitaire. Et on leur a dit, c'est vendu, puis on va mettre une équipe dédiée qui s'appelle le SCAF, on va en parler plus tard, soutien communication aux familles. On est allé engager 2 infirmières à la retraite et 2 étudiantes, une assistante de recherche infirmière, puis une étudiante en soins spirituels, et on a formé cette équipe-là, puis on a mis à l'échelle cette offre de service-là. Vous allez voir comment cette histoire-là reflète la stratégie globale de l'innovation, comment que l'individu, les équipes sont importants, le soutien à l'organisation est important, puis la mise à l'échelle de l'amplifier
au-delà de silos disciplinaires ou d'équipes et même organisationnelles de frontières est essentielle dans une stratégie d'innovation. Donc, suivez-moi, cette histoire-là des soins PALP et des soins intensifs va me suivre tout au long de la présentation. En quelques chiffres, mais ça, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver sur notre site, mais voici qui nous sommes. Donc, on est 18 000 acteurs à travers, vous voyez la répartition. Dr Brunet a parlé du RUIS, puis des partenaires au niveau international qui sont essentiels, et nos 500 000 patients annuellement qui gravitent dans nos murs. Encore une fois, je ne vais pas décrire chacun de nos chiffres, mais j'aimerais porter une attention particulière sur les 1000 patients partenaires et bénévoles qui, pour moi, sont des citoyens partenaires qui contribuent à l'ensemble de notre mission, comme chez vous, à Lyon, nos amis, à tous les niveaux de l'organisation, de la gouvernance jusqu'à la co-création de projets. Puis après, avec Marie-Pascale, on va en donner plusieurs exemples. Puis, une autre attention particulière, bien, évidemment, nos missions d'enseignement et de recherche qui sont très importantes au sein de notre organisation, mais aussi le pôle d'innovation qui facilite l'ensemble du déploiement des innovations. Puis, on a une stratégie aussi d'aller chercher de l'argent frais pour financer ces innovations-là et des structures en soutien à l'innovation, dont l'évaluation que je co-préside avec ma collègue Lise Gauvin du Carrefour de l'innovation au Centre de recherche. On n'innove pas pour innover, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on ne fait pas du 3D pour faire du 3D, on fait de l'innovation pour créer de la valeur. Je suis fière, avec Noé, on a co-créé un cadre de la valeur qui fait enfin du sens. Bien, enfin, je ne dis pas que le cadre de performance ne faisait pas de sens, mais de le présenter selon les 4 objectifs en santé, le quadruple aim en santé. Avec nous, on a innové en ajoutant la 5e dimension, parle maintenant au terrain. Donc, vous innovez pour atteindre ces objectifs-là. 1, améliorer l'expérience des patients et les résultats de soins et services. L'accessibilité, la continuité, la sécurité, la qualité, l'expérience patient. Toutes les dimensions du Cure and Care sont dans la dimension 1. Donc, dans l'histoire des soins du SCAF, l'équipe soutien et communication en famille, l'humanisation des soins, l'expérience fait partie de cette dimension-là. Deuxième dimension, puis là, Noé, je te propose qu'on change santé des populations pour santé globale. Donc, tout ce qui est qualité de vie, réinsertion professionnelle, développement durable, inclusion, équité, diversité, réinsertion professionnelle à accélérer sont dans cette dimension-là, donc au-delà de la maladie. La même dans l'histoire des soins intensifs et des soins PAL, ben la qualité de vie ou juste le fait de vivre humainement avec la situation difficile fait partie de cette dimension-là de valeur qui a été mesurée dans ce projet-là. La troisième dimension, qui est tout aussi importante, c'est réduire les coûts de la santé. On ne peut plus se permettre que 43% du budget de l'État soit juste attribué à la santé. Il y a l'éducation, la justice, il y a le développement durable. Donc, comment on peut contribuer à rendre notre système viable, l'efficience, si une technologie A est tout aussi efficace qu'une technologie B, mais qui est moins chère, c'est ça qu'on va privilégier. La quatrième dimension, puis je parlais avec Dr Michel ce matin, l'importance des équipes et du personnel. Tout aussi importante que pendant la COVID, on l'a vraiment noté. L'expérience et le mieux-être de nos équipes, leur mieux-être, faciliter les processus de travail, enlever des tâches à valeur non ajoutée par de l'automatisation des tâches, la pratique collaborative, tout ça sont des dimensions pour améliorer le mieux-être du personnel et des équipes. Et finalement, la cinquième dimension, et non la moindre, c'est générer des connaissances, les mobiliser, donc recherche et enseignement, dans un système ouvert et innovant. Donc, on n'innove pas pour innover, on innove pour créer de la valeur. Comme Armelle, on s'est donné une définition depuis 2014, écrite, qui est un peu comme ce que tu décrivais, Armelle, c'est toute amélioration. Donc, on arrête de se chicaner, c'est de l'innovation de continuité et de l'innovation de rupture. L'amélioration continue, c'est de l'innovation. Il faut qu'il y ait un caractère nouveau, mais pas nécessairement radicalement nouveau, pas juste technologique, humain, social, organisationnel. Il faut que ça crée de la valeur, c'est la deuxième dimension de valeur. Puis il faut que ça soit intégré de façon durable et généralisée. Donc, une idée créative qui reste sur des papiers, ce n'est pas de l'innovation. Des résultats de recherche qui ne modifient pas la pratique, c'est des connaissances, mais pas nécessairement de l'innovation. Donc, on a dû définir l'innovation de façon très inclusive. Ce n'est pas juste pour les médecins, pas juste pour les chercheurs, mais l'ensemble de l'établissement, incluant les employés, exemple d'hygiène et salubrité, ou à la cafétéria, par exemple. Le Dr Brunet avait cette diapo-là, mais je pense que ce qui est important dans ce message-là, c'est de s'assurer qu'on le fait avec les patients, les citoyens, nos équipes et les partenaires de tout horizon, puis de s'assurer que ça crée de la valeur. Je pense que c'est ça la mission et la vision de l'innovation au sein de notre organisation, qui est propulsée par mon équipe et moi au sein du pôle. Tombons dans le comment innover. Donc, parlons de la stratégie. Là, souvent, Cathy me dit, c'est quoi la stratégie du pôle d'innovation et d'intelligence artificielle?
3 piliers clés, le cerveau se rappelle toujours de 3. Inspirer les individus et les équipes pour leur permettre que chaque individu soit un agent de changement et un agent d'innovation. Puis je vous dirai comment on le fait, pas de façon exhaustive, parce que ça, je peux donner ça dans un cours qu'on donne avec Marie-Pascale, une journée complète. Armel, nous, on donne une journée complète à nos étudiants de l'ESPUM. Au niveau organisation, je préfère le terme « enable », mais de mettre en place tous les outils, les processus au sein de l'organisation pour que les équipes, incluant les patients partenaires, puissent innover et finalement le faire en mode ouvert, l'amplifier au sein d'un écosystème. Et donc, si j'éclate, je vais juste déplacer ici, si j'éclate les 3 piliers, donc évidemment, qui dit culture d'innovation, c'est facile de dire une culture, mais c'est difficile de changer parce qu'une culture, c'est du comportement observable sur le terrain. Et on l'a mesuré. Donc, si vous voulez savoir comment on l'a mesuré, notre culture d'innovation, je pourrais l'élaborer dans la période de questions ou à un autre moment. Mais voici les items, puis j'aimerais highlighter certains de ces items au niveau des individus des équipes. Puis l'histoire des soins palliatifs et des soins intensifs l'ont démontré, l'importance de l'individu et des équipes qui se sont mobilisées au-delà des frontières. Ensuite, au sein de l'organisation, il faut des structures, des méthodes et de la mesure pour confirmer la valeur, puis un écosystème tant local qu'international. Dr Brunet a parlé de la culture de créativité et d'innovation. Armel a parlé des ateliers de design thinking. Nous, on a fait des hackathons. Les hackathons, vous connaissez ça, là. Il y a Annie Lamontagne qui est de Hacking Health. C'est 2 journées et demie, maintenant, des fois 1 mois complet, où on prend des problèmes, puis en équipe interdisciplinaire, intersectorielle, on trouve une solution, on le prototype. Donc ça, c'est un hackathon. Alors, on a décidé de faire un hackathon interne en plein COVID. Okay? Puis, j'aimerais vous montrer une vidéo là-dessus, puis je reviendrai sur le leadership. C'est en octobre 2021, le gouvernement a mis une menace que toute personne non vaccinée allait perdre son emploi. Ce secteur avait le potentiel de perdre 20%, une perte sèche de ressources humaines. On s'est dit, en cellule de crise, là, qu'est-ce qu'on va faire pour contrer tout ça? Là? Puis là, je dis, on va faire un hackathon interne, mais on ne va pas l'appeler hackathon, parce qu'un hackathon, ça sonne technologique, ça sonne compliqué. En général, les gens disent hack à quoi? On va appeler ça innovons simplement. Puis au lieu que moi, je vous illustre c'est quoi et les bénéfices, j'aimerais faire parler nos équipes. Aujourd'hui, tout juste à côté de moi, se tient un atelier de co-création en équipe multidisciplinaire Innovons simplement. Innovons simplement, c'est quoi? C'est de trouver des solutions simples à des problèmes criants, comme l'information transmise lors des changements de corps, l'admission, le congé, la surveillance des patients, le relevé des prescriptions. Venez avec moi, on va aller voir Cathy Malas pour en apprendre un petit peu plus. Pourquoi qu'on est là aujourd'hui? On a une situation urgente, on veut trouver des solutions simples pour répondre à ces problématiques-là. Puis on définit très spécifiquement quelle est la problématique. Aujourd'hui, on a plusieurs accompagnateurs et accompagnatrices. On a des facilitatrices, on a des coachs, on a des bibliothécaires, un capteur de connaissances. On a également les ICU, puis on a des experts de soutien. Donc vraiment, on brainstorm, on fait du remue-ménage sur différentes solutions simples pour attaquer cette problématique-là. Après l'idéation, on va élaborer 2 solutions simples, puis on va élaborer une carte test. Comment on va tester les bénéfices de l'introduction de ces solutions simples aux problématiques qu'ils ont listées plus haut. Alors, le clou de la journée aujourd'hui, c'est le moment des pitchs à 14 heures. Donc, les équipes se rassemblent, tous les participants se rassemblent dans l'amphithéâtre, ils montent sur scène, ils pitchent en 3 minutes leur solution simple et comment ils vont la tester sur le terrain. Ensuite, je pose la question au public, qu'est-ce que vous avez adoré de la solution qui a été présentée? Et qu'est-ce qu'on aurait aimé mieux voir dans la solution? Et je finis donc la transition de 2 équipes en disant qui veut voler cette solution simple à implanter dans son secteur. Le fait de faire ça sous forme de petits groupes, comme ça, comme nous par exemple à l'urgence, ça rend ça très concret, très pratico-pratique. On avait une bibliothécaire pour la première fois avec nous. Cela nous a aidé à trouver des articles pour se baser sur des résultats probants pour trouver notre solution. Donc, on a chacun eu des idées différentes. On a pu en parler et trouver des solutions aussi. On s'est rendu compte que finalement, tous les problèmes qu'on a sont des problèmes communs. On a pu réfléchir vraiment en collaborant, puis en échangeant. J'ai vraiment apprécié ce côté-là. Donc, il y a eu 160 personnes qui ont été libérées pour participer à cette journée-là, en pleine 3e vague. Comment ça a été possible? Grâce à ça. Tout le comité de direction s'est mobilisé. Les co-gestionnaires se sont mobilisés.
Donc, c'est la strate intermédiaire. Les gestionnaires de proximité également. Et on dit c'est important, il faut trouver des solutions pour faire gagner du temps, gagner en pertinence, pour faire face à la perte sèche de ressources humaines qui n'a jamais eu lieu. La commande ministérielle n'a jamais eu lieu, mais quand même, il y a eu des secteurs qui étaient dans le rouge. Puis, c'est les gens sur le terrain, en interdisciplinarité, les médecins, les résidents, les agentes administratives, les physiothérapeutes, les infirmières qui étaient autour de la table. Même l'équipe de hygiène et salubrité a participé pour trouver des solutions qui sont propres à eux pour faire gagner du temps et de la pertinence. Ça n'a pas été possible sur son leadership et esprit de communauté. Des gens, au-delà de leur silo d'équipe, au-delà de leur silo disciplinaire, se sont mis ensemble pour résoudre des problèmes. C'est l'histoire aussi de l'équipe de soins intensifs et des soins pâles. Au début, c'était les soins pâles, mais après, on travaille avec les soins intensifs, sont allés au-delà des silos d'équipe, même sont allés à l'extérieur de nos murs pour aller mettre à l'échelle cette innovation humaine et organisationnelle qui était si importante. Armelle parlait d'incitatifs, le temps protégé. Il y a plus qu'un type d'incitatif pour pouvoir innover. Il y a la reconnaissance, remettre des prix, des journées comme ça, mettre en valeur nos équipes. Plus tard, des 2 établissements, on va avoir des équipes qui présentent des innovations. Nous, on a Innovaction, où on donne des prix, on met en valeur les innovations et l'impact de ces innovations-là. Mais je pense qu'un incitatif le plus important, c'est le temps protégé. On ne l'a pas encore entériné, mais ça s'en vient, mais on a une politique qui s'en vient qui s'appelle le temps protégé, c'est RGIP. Donc, de protéger 15% du temps d'équipe pour faire de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation, de la gestion ou du partenariat. Donc, de dégager un certain montant de temps dans toute l'équipe, pas juste par individu, pour faire autre chose que du soin et du service. Donc, au lieu d'aller au-delà de l'offre de soins et services, pour pouvoir réfléchir, expérimenter et modifier nos pratiques pour créer plus de valeur. Et ça, c'est un incitatif clé qui va mobiliser le terrain. Puis là, il me reste 5 minutes, mais je vais déborder de 2 minutes si vous me permettez. Alors, Dr. Brunet aussi a parlé de la formation. Donc, toujours dans le pilier inspirer les individus, les équipes. Le leadership et le communityship est important. La culture de créativité avec des moyens pour favoriser cette interdisciplinarité, intersectorialité, c'est important. Mais la capacité à développer les compétences à innover est tout aussi importante. Donc, nous, on offre de la formation continue à l'interne, mon équipe et moi, pour l'ensemble de l'organisation et même à l'extérieur, plusieurs thématiques. On a un programme pour les gestionnaires de proximité, incluant les médecins des patients partenaires. Dans notre dernière cohorte, il y avait 2 patients partenaires qui ont contribué au programme de leadership innovant. C'est un parcours sur 9 mois qui a pour but de développer de la compétence managériale à innover. Puis, on a notre école d'intelligence artificielle en santé et autres, que Dr. Brunet vous a illustré. Deuxième pilier clé, merci François. Deuxième pilier clé, c'est beau d'avoir des individus, des équipes créatives, mobilisées, qui veulent co-créer ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Comme Armelle l'a précisé, Lyon s'est doté d'une direction d'innovation, le CHUM s'est doté d'un pôle d'innovation pour faciliter l'infrastructure, les processus pour pouvoir innover. Rapidement, ah oui, ça, j'y reviendrai sur l'organisation agile, mais j'aimerais commencer par le processus. Il faut un processus clair. Armelle vous a décrit un processus, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Nous aussi, on a ce genre de processus-là. Pour les innovations simples, pas de priorisation, just do it. Pour les innovations plus complexes qui nécessitent un investissement plus important, bien, à chacune des étapes, il y a un go, no go. Un fait saillant de ce cycle-là, ça part d'un besoin. Une période d'idéation en équipe interdisciplinaire, on valide si c'est pertinent. On développe via de la recherche ou en expérimentation en milieu réel. On teste avec 5-10 patients ou 5-10 équipes. Si l'hypothèse de valeur, 3 hypothèses de valeur, gain d'accessibilité, gain d'expérience employée, économie de temps, par exemple, si les hypothèses préliminaires sont là, on implante à plus large échelle. Si l'impact est toujours là, on pérennise puis on met à l'échelle. Le processus est important, mais ce n'est pas suffisant. Puis, je reviendrai à cette notion-là. L'organisation doit protéger du temps pour faire autre chose que de la production de soins et services. Une infirmière, un médecin, une orthophoniste, un archiviste offrent des soins et des services. C'est important. Il faut toujours s'améliorer dans cette sphère-là. Mais comme organisation, il faut protéger du temps pour réfléchir, explorer, comme les soins intensifs et les soins pâles. De même, de façon autonome, et on dit, j'ai designé une V1, V2, V3, je l'ai expérimenté, donc j'ai réfléchi, j'ai exploré, j'ai expérimenté, j'ai confirmé la valeur de ce protocole-là, puis après, j'aimerais l'intégrer dans la production. C'est ce que Langley dit dans son papier, je l'adore ce papier-là si vous voulez le lire, c'est la danse, puis j'ai écrit un papier, puis c'est Nawal, l'étudiante à l'ESPUM, qui m'a donné le titre « Valser entre l'innovation et les opérations ». On n'a plus de choix comme organisation de protéger l'espace-temps et l'espace cognitif pour pouvoir réfléchir, proposer des expérimentations. Ensuite, s'il y a de la valeur,
on met dans les productions et on change les routines. Les routines dans le langage managérial, c'est des pratiques standards. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on a appris. Puis dans un papier qu'on a écrit avec Daniel Fleury et Dr. Brunet, c'est l'importance d'un modèle agile pour faire face à des crises, qu'on n'a plus de choix de permettre à nos équipes et de leur donner l'empowerment de dire, nos équipes, j'inclus les patients partenaires, vous êtes les plus proches des problèmes et donc proposer, co-créer des solutions qui répondent à ces besoins-là. Donc, l'organisation agile, résiliente, adaptative est importante. Les processus sont importants et les offres de services. Et là, je ne vais pas expliquer, tout le monde dans la salle porte, pas tout le monde, une partie des gens du CHUM ici portent une offre de service à l'écran. Le carrefour de l'innovation du centre de recherche, le centre d'excellence dans le partenariat avec le patient, la chaire que Marie-Pascale Paumé préside. Noé porte le centre avec son équipe, le centre de littératie, l'équipe de promotion, etc. Je vais en oublier, la Citadelle, le bureau de projet, etc. Au CHUM, on a 39 offres de services qui collaborent avec le pôle pour soutenir les innovateurs sur le terrain. Donc, ces offres de services-là, transversales, sont essentielles pour que le terrain puisse avancer et générer de l'innovation qui crée de la valeur. Petit clin d'œil pour nos offres de services au pôle. Donc, on a oublié les sous-détails, mais les grandes catégories. On offre de l'accompagnement, des ateliers comme Innovons Simplement, de la formation, des outils pratiques, de l'accélération et du rayonnement des projets. Pour l'externe, aussi un accompagnement personnalisé pour les entreprises, des événements, puis un programme de recherche et de formation en innovation. Je ne me rappelle plus s'il avait... Non, je pense qu'il a enlevé la diapo. Les outils sont importants. Donc, on a mis en place une plateforme numérique pour accéder à 136 outils. Puis là, une fois, j'ai présenté ça à un comité de directeurs de médecins, là, puis ils m'ont dit « Cathy, je ne savais pas qu'on avait autant d'outils. Je ne sais pas à quelle porte frapper. » Il dit « Tu as le pôle, tu as le bureau de projet, tu as Citadelle, tu as la DQEP. Moi, je ne sais pas qui fait quoi. » J'ai dit « Bon Dieu, c'est wise. Là. Créons un 8 à 1 de l'innovation au sein de l'organisation. » Donc, on a créé une ligne d'aide pour dire « J'ai besoin d'aide pour ça, qui peut m'aider? » Il y a 2 ans et demi, on garantissait une réponse du pôle en 48 heures. Puis on l'a garanti. Maintenant, la communauté, il y a 550 innovateurs, ils répondent plus vite que mon équipe. C'est génial. C'est la force d'une communauté, mais sa ligne d'aide-là, une adresse courriel, une personne à rejoindre est essentielle parce que dans nos grandes organisations, les gens se perdent. Puis c'est correct, il faut juste quelqu'un pour les aiguiller. Et finalement, des outils pour mesurer la valeur. Et donc, nous, l'ensemble de nos offres de services en soutien à l'innovation et des projets innovants sont mappés selon les 5 dimensions de valeur. Donc, on sait quelle création de valeur pour chacune des offres de services et des projets. Et là, la prochaine étape l'année prochaine, c'est d'aller chercher l'indicateur qui le confirme. Donc, pour le projet de SCAF, est-ce que ça a humanisé les soins et quel est l'indicateur? Est-ce que ça a gagné du temps pour les infirmières sur les unités? Oui, parce qu'on est allé chercher une autre ressource. Donc, économie de temps ou économie d'argent, puis est-ce que ça a amélioré l'expérience des employés? Donc, pour chacun des projets, chacune des offres de services, c'est quoi les top 3 indicateurs qui confirment la valeur selon les 3 dimensions de valeur? Puis finalement, et là, je promets de finir avec ça, je m'excuse de demander de passer longtemps, c'est l'importance d'aller au-delà des silos d'équipe disciplinaires et même des frontières de pays. D'où l'importance, nos amis de Lyon, de continuer à collaborer ensemble. Puis Armel, on se mettra à des rencontres 4 fois par année pour échanger sur nos façons de faire. Alors, je vous ai parlé de cette équipe-là. Vraiment, ça illustre la stratégie à 3 niveaux. Des individus qui se sentaient légitimés de réfléchir en pleine COVID. Ils soignaient des patients, là. Ils n'ont pas dit « Est-ce que je peux-tu prendre 1 heure à réfléchir avec mes collègues pour designer une V1 de protocole de soins de fin de vie, par exemple. » Non, ils l'ont fait. Ils sont venus en haut pour demander l'appui. Donc, le soutien de l'organisation est important. Et après, c'était la mise à l'échelle à travers l'organisation et même d'autres établissements l'ont fait à travers le Québec. Donc, c'est important de réfléchir au-delà des signes. Puis, je vais conclure avec cet exemple-là qui aussi illustre les 3 niveaux. Donc, aussi, au début de la crise COVID, il y a 2 équipes qui nous ont approchés à l'interne puis ont dit donner des rendez-vous, là, ça prend du temps. Les agentes de programmation au bloc opératoire ou les agentes administratives, et je salue Marie-France parce qu'elle a été très, très impliquée, co-créatrice de ce projet-là. Donner des rendez-vous pour une agente administrative, c'est beaucoup de variables, 25 à 40 variables à considérer. Disponibilité du patient, disponibilité du local, disponibilité de la salle, etc. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut donner un outil d'intelligence artificielle qui peut soutenir la prise de rendez-vous pour les optimiser? 3 propositions de valeur, gain d'accès, réduire le temps pour booker des rendez-vous, puis l'expérience de nos employés. Là, aujourd'hui, on a un rapport d'impact qui confirme qu'avec un outil comme celui-ci, on augmente 11 jours
11 heures de plus de jours de traitement en radio-oncologie. C'est ça, hein, en radio-onco, hein, Marie-France, parfait. Donc, accessibilité augmentée, 11 heures de traitement de plus par jour. 100% d'adoption par les agentes administratives et 50% de réduction du temps pour booker des rendez-vous. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais ils l'ont fait, ils l'ont mesuré. Et ils l'ont fait avec deux entreprises québécoises financées par nos ministères d'économie et de l'innovation et notre ministère de santé et des services sociaux. Donc, encore une fois, ça illustre les 3 niveaux. Des individus engagés qui vont chercher des collaborations au-delà des équipes et des murs, un soutien de l'organisation et financièrement du gouvernement. Alors souvent, un petit clin d'œil à mon équipe du pôle. Donc, j'ai aussi l'équipe du bureau de projet, mais puis je dis toujours, ça ne se fait pas seul, hein, ça se fait avec toutes les directions. Des étudiantes et des stagiaires que je vois ici, qu'on recrute toujours au sein du pôle, tant en recherche qu'en formation, puis nos patients partenaires et nos citoyens partenaires. Puis Marie-Pascale et moi, on va vous donner plein d'exemples de projets innovants portés par nos patients partenaires. Souvent, les gens me disent, Cathy, la question que je t'ai posée, Armelle, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Mais c'est quoi les défis de l'innovation? Tout le contraire de ce que j'ai dit, en fin de compte. Quand il manque les items au niveau des individus, des équipes, au niveau de l'organisation, pas de processus, pas d'outils, pas de lean-dead ou pas une approche en mode ouvert, mais c'est les plus grands freins à l'innovation. Mais je dis toujours en conclusion qu'on ne peut plus se permettre de dire ça. On peut plus se permettre de dire « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps. Tu sais. Puis l'équipe du SCAF, des soins palliatifs et des soins intensifs l'ont incarné. Ils l'ont juste fait parce qu'ils devaient répondre à un besoin criant. Et donc, le premier défi, c'est la personne. People, people, people first. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut investir dans nos talents et les supporter le plus possible. Et pour conclure, au CHUM, notre stratégie d'innovation, c'est pour ça. Donc, innover pour améliorer la santé des populations, avec et pour les patients, les équipes, et créer des bénéfices tangibles pour l'ensemble de la société. Merci beaucoup.